pourquoi Irénée Séguré a démissionné, parce qu'il a quand même tenu sa charge 5 ans et qu'il a quitté l'ordre martiniste apparemment après. Et il est décédé longtemps après, c'était pas une question de santé, je pense pas. Est-ce qu'on a des témoignages là-dessus? On en a sans doute, alors moi je n'en ai pas, je me tourne vers Emilio, qui a sans doute une réponse qui sera bien plus documentée que la mienne. Oui, Irénée Séguré était plus âgé que Philippe. Et il était un peu fatigué de la question de santé. Mais il a épousé une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Ils habitaient le sud de la France. Et cette femme l'a orienté plutôt du côté des églises, ou d'une église, ou de l'église catholique, ou je ne sais pas exactement, je ne m'en souviens pas. Et donc ça ne correspondait plus à ce que pensait Irénée qu'il devait faire comme grand maître de l'ordre martiniste. Alors il a dit à Philippe, écoute, la fonction que j'ai ne va plus avec ce que je pense, donc je te rends la charte à toi et à toi de voir la suite. Merci Emilio pour cet éclaircissement. C'est effectivement très clair. Le passage d'Irénée, il est très court. Irénée Séguré est très court, quelques années à peine, et effectivement, c'est une question très légitime. Évidemment. Et je voudrais savoir cet ordre swedenborgien que Papus aurait ramené de Londres. En quoi ça consistait? Est-ce que c'était très théurgique ou au contraire spéculatif? Ou est-ce qu'il existe toujours? Alors, il s'agit d'un rite maçonnique, ni plus ni moins, et même d'un rite de haut grade, à vrai dire, car il fallait, à vrai dire, être maître maçon pour pouvoir prétendre aux 3 grades du rite swedenborgien, que Papus, en effet, a ramené de Grande-Bretagne, où il était implanté depuis un certain nombre d'années. Précédemment, le rite swedenborgien avait vu le jour aux États-Unis. Et puis, il y a un épisode précédent, mais qui est peu documenté, qui le ramène en France. C'est-à-dire que tout commence en France, avec des Swedenborgiens comme Bénédicte Chastanier, notamment, ou le marquis de Thomé, dont on ne sait pas grand-chose quant à ce qu'ils ont pu constituer comme société. Ce que l'on sait, c'est que, sauf avis contraire, Swedenborg n'a pas été maçon. Ensuite, Swedenborg n'a fondé aucun rite maçonnique, ça c'est sûr. En revanche, il a eu des maçons dans son entourage qui ont cherché à transmettre son œuvre sous une forme maçonnique. C'est ainsi que serait né, je dis bien, j'emploie le conditionnel, le rite maçonnique swedenborgien du XVIIIe siècle, dont on ne sait rien. Rien du tout. Ce mouvement-là disparaît, et puis dans les années 1850, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis, il y a un réveil du rite swedenborgien, à partir duquel le rite sera implanté en Grande-Bretagne, et puis reviendra, avec des guillemets, reviendra en France. Mais c'est un rite maçonnique, ni plus ni moins. J'en ai publié les rituels, on peut les trouver en librairie, avec une petite histoire de cette franc-maçonnerie swedenborgienne qui est très particulière, mais pas de théurgie là-dedans, absolument pas, et pas de référence non plus à Swedenborg. Voilà. Oui, sur ce sujet, il semblerait, enfin vous me corrigerez parce que c'est ce que j'ai lu et malheureusement toutes les histoires ne sont pas vraies. Vous l'avez dit à plusieurs reprises dans votre exposé d'ailleurs, et il faut rester prudent. Mais j'ai lu dans un ouvrage, je crois que c'est dans les cahiers de Villars-Léoncourt, que au convent de Wilhelmsbad, il y aurait eu une querelle entre les Lyonnais et les Strasbourgeois qui voulaient imposer un système plutôt proche de la pensée de Martinez de Pascoli. Vous savez que, bon, vous citiez Louis de Saint-Martin comme ayant été un des élèves de Martinez. Voilà. Jean-Baptiste Villermoz était son comparse, et de 1974 à 1976 à Lyon, il a participé à l'écriture de ce fabuleux cahier d'ailleurs, qui ont présidé probablement à la naissance du rectifiant 78 dans sa forme actuelle, quoiqu'elle soit un peu édulcorée. Et il y aurait eu, selon des auteurs, je ne me souviens plus du nom
nom de l'auteur, c'est Mazet peut-être, de la GNF, qui évoquait ce sujet, qu'à Villasbad, il y aurait une tentative, une percée le rite de Edinburgh, qui se serait ensuite exporté en Suède, il aurait été florissant, et qu'il y aurait dans ce fameux rite, justement, la pensée spirituelle de Louis-Claude de Saint-Martin. Enfin, pure pensée, Martinez, Louis-Claude de Saint-Martin serait omnipotent dans le rite de Swedenborg. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou pas? Puisque je ne connais pas le rite de Swedenborg, bien évidemment. Alors, en fait, il y a une confusion. C'est-à-dire que Swedenborg était suédois. Bien, ça s'est établi. Ce qui fait que on a considéré que le rite swedenborgien, c'était le rite suédois. Mais pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Alors oui, il y a eu effectivement des tentatives, même parfois de rapprochement, entre le rectifié naissant et le rite suédois, qui ont une parenté évidente, mais rien à voir avec le rite swedenborgien. Strictement rien. Ce sont deux rites maçonniques qui n'ont pas la même histoire, ni les mêmes origines, absolument pas. Voilà. Alors après, il y a effectivement une parenté entre le rectifié et le rite suédois, oui, ça paraît évident, ne serait-ce qu'à cause de l'aspect chevaleresque d'une part, et leur attachement, quel qu'il soit, à une filiation entre guillemets templière. Donc se réclame le rite suédois comme le rectifié. Mais le point commun, il est là, plus qu'à travers Swedenborg, qui n'apparaît pas dans l'histoire, ou que Saint-Martin. Finalement, Saint-Martin n'a jamais été inscrit sur les registres maçonniques que de nom. Enfin, la maçonnerie, c'était pas la voie de Saint-Martin. Voilà. Donc, évidemment que tous les maçons, sans doute, trouveront profit à lire Saint-Martin. Ça, c'est entendu. Mais il n'empêche que la voie de Saint-Martin, c'est pas la voie maçonnique. Ça, c'est évident aussi. Mais il ne faut pas confondre les deux. Le rite suédois, c'est une chose, et le rite swedenborgien, c'en est une autre. On les a souvent confondus. Vous avez cité Barlet. Est-ce qu'il s'agit de Félicien Barlet ou enfin, de son prénom? Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un Barlet à la loge Théba de la Grande Loge de France. Enfin, en tous les cas, au centenaire de cette loge qui est née en 1901, d'ailleurs, en même temps que la loi sur les associations. Félicien Barlet aurait participé à cette loge. Il était déclaré comme martiniste. Et ayant précédemment appartenu à un mouvement, alors où se situait-il, je l'ignore, peut-être en Belgique, mais vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, et vous éclairer tous en même temps, c'est le fameux HBOFL, Hermetica Brotherhood of Luxor, avec un courant dit école cosmique, qui devait être entre la fin du 19e siècle et début du 20e. Oui, c'est l'époque de Papus. Alors, il n'y a pas de Félicien Barlet. Il y a Albert Faucheux, c'est son vrai nom. C'est pas tout à fait pareil. Et puis, lui-même signé F.C.H. Barlet. Alors, beaucoup d'auteurs, et moi aussi, je le regrette, ont parfois été tentés de développer le F.C.H. En fait, pas du tout. On a dit c'est François-Charles Barlet, etc. C'est pas vrai. Donc, F.C.H. Barlet, c'est son nom de plume. Mais ça ne correspond pas à un prénom. Bref, Albert Faucheux, c'est Barlet. Ce Barlet-là, c'est l'ancien de l'époque de Papus. Il y avait une différence d'âge de l'ordre de 20 ans, je pense, à peu près, avec toute l'équipe à Papus. C'est un homme, c'est un érudit, c'est un grand astrologue, qui s'est beaucoup intéressé, effectivement, à la HBOFL. Donc il a été le représentant en France. Il s'est intéressé au mouvement cosmique de Max Théron, et à toutes sortes de choses très étranges. Barlet était attiré par l'étrange. Il a été un temps aussi dans l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, aux côtés de Stanislas de Guetta, puis le grand maître en succession directe de Guetta à la mort de Guetta en 97. Voilà. Donc que ce Barlet-là ait pu être impliqué ensuite dans cette fondation, ça me paraît tout à fait possible. Je l'ignore, mais ça me paraît tout à fait possible. Parce que le courant qui demeure de manière embryonnaire dans différents endroits, y compris en France, le cite comme étant effectivement l'un des papes du martinisme, ayant été formé, d'ailleurs, peut-être cette prétention de dire qu'il aurait tiré son instruction de sa connaissance de l'HBOFL. Oui. Voilà.
Oui, ce sont des courants dont on n'a pas parlé, ça nous entraînerait trop loin. Mais Barlet, c'est un homme important de l'entourage de Papus. Il a été martiniste, évidemment, et, sauf erreur, membre du Suprême Conseil aussi, aux côtés de Papus, etc. etc. C'est un homme, d'ailleurs, très intéressant et très érudit. Elio ? Oui, une petite anecdote. Philippe Ancoche disait que Barlet était celui qui en connaissait le plus de l'entourage de Papus. Alors, cette histoire de François Charles et tout ça, je connais l'origine. C'est quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, il était administrateur de la revue L'Initiation de Philippe Ancoche pendant des années. Et il voyait FCH. Et il a dit pourquoi FCH et pas François Charles. Et depuis, on voit que... Et j'en ai discuté avec lui, il m'a dit, mais c'est moi qui l'ai inventé, ça. Je lui ai dit, mais non, c'est partout. Donc, en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est FCH, c'est tout. Oui, c'est un nom de plume. Parce que c'est un nom de plume. Voilà. Tout à fait. Merci, Emilio, pour cette précision. Oui ? Non, je peux laisser la parole. Peut-être. Non, en fait, moi, je voudrais juste savoir quelles étaient les raisons de l'interdiction des sociétés initiatiques dans la période de Vichy. C'est une question complexe et très simple à la fois. Finalement, parmi les lubies des autorités d'occupation et évidemment des nazis, il y a le complot judéo-maçonnique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tous les maux de la terre viennent finalement essentiellement de deux horizons, le judaïsme et la franc-maçonnerie, cumulés, dans certains cas, sous la forme du judéo-maçonnisme. Donc, tout ce qui pouvait, d'une façon ou d'une autre, se rattacher, soit au judaïsme, on ne le sait que trop, soit à la franc-maçonnerie, a été condamné, et parfois bien plus. D'où l'interdiction des sociétés initiatiques, franc-maçonnerie, et puis tout ce qui pouvait graviter autour de la franc-maçonnerie. Ça a concerné la théosophie de Blavatsky aussi, etc., etc. Alors, l'un des rares mouvements, c'est amusant, c'est très amusant, qui n'a pas été officiellement déclaré comme interdit par les autorités de Vichy, savez-vous lequel ? L'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Il faut le faire. Ils l'ont oublié. Ils l'ont zappé. Effectivement, l'expression est juste, à tel point que Robert Amblin disait « Nous nous réunissions dans la clandestinité sous le vocable de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix ». Ce qui fait que si la milice ou la Gestapo s'était pointée, on leur aurait dit « Nous, on est l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Voilà, on ne doit rien à personne, on n'a pas été interdit. » Je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Mais officiellement, ce temps-là n'a jamais été interdit. Tous les autres ont été interdits, toutes les sociétés maçonniques évidemment, etc. Parce que c'était absolument impensable pour les autorités de Vichy et évidemment pour les nazis de tolérer la moindre société initiatique sur le sol d'un pays occupé. Je rappelle qu'en Allemagne, l'interdiction remonte bien plus loin et en Italie, encore avant, dans les années 25, me semble-t-il, dès 25, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, il interdit la franc-maçonnerie en Italie. Franco en Espagne. Et Franco en Espagne, évidemment, Emilio. Salazar au Portugal Bien aussi sûr. a fait la même chose. Salvini va le faire bientôt. Bien sûr. Oui. Alors, j'avais une question, je dirais très simple, à vous poser, c'est-à-dire que je vous ai suivi du début à la fin. J'aimerais fois revenir au mot martinisme, mais pas celui de martinésisme. Alors, y a-t-il un rapprochement entre les deux, ou alors c'est des choses complètement différentes? C'est une question qui va nous entraîner un peu loin. Elle est très simple, mais la réponse sera compliquée. On peut les distinguer ou ne pas les distinguer. Et c'est à chacun de voir s'il les distingue ou s'il ne les distingue pas. Mon propos, c'était de parler de l'ordre martiniste. Et d'ailleurs, uniquement de l'ordre martiniste. Si j'ai évoqué d'autres ordres martinistes, c'était afin d'illustrer mon propos par rapport à l'ordre martiniste. Donc on aurait pu parler d'un tas de choses. Le martinésisme, c'est un terme que Papus, me semble-t-il, a inventé pour désigner ce qui tient spécifiquement à l'œuvre de Martinez de Pasquali.
Bien. Martinisme, c'est le mot qui était utilisé, martiniste, c'est le mot qui était utilisé pour désigner, même du vivant de Saint-Martin, ses disciples. Mais il est évident qu'entre les deux, il y a des passerelles, pour dire le moins, dans la mesure où, à l'origine, Saint-Martin est l'émule de Martinez de Pasquali, il est son élève. Puis Martinez meurt et il s'en séparera, dit-on. En tout cas, les choses ne sont pas aussi tranchées qu'on le présente parfois. D'où ma réponse de dire que finalement, entre les deux, il y a beaucoup de points communs, on peut les distinguer ou ne pas les distinguer. Bien entendu, s'agissant de l'ordre martiniste, on ne se réfère pas dans l'ordre martiniste à Martinez de Pasquali en tant que tel, mais à Louis-Claude de Saint-Martin, qui en est le patron de l'ordre martiniste. D'où l'expression ordre martiniste et non pas martinésiste. Depuis Papus, certains ont constitué des ordres martinistes martinésistes. Et le premier à l'avoir fait, c'est Bricot. Mais ça nous entraînerait trop loin. Dans lesquels, ordre martiniste martinésiste, on associe l'œuvre de Saint-Martin à celle de Martinez de Pasquali. Mais c'est autre chose. Merci. Alors, devant. Oui. Je croyais que l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix avait disparu aux environs de la Première Guerre mondiale et est donc survécu. Il aurait donc survécu. Est-ce qu'il existe toujours de nos jours? Il y en a même plusieurs, ce qui ne vous surprendra pas. Oui, il a survécu. Alors, il a survécu tout en étant en sommeil. Il y a eu quelques personnages qui l'ont représenté. On connaît ses relais, jusqu'à Robert Amblin. Puis Robert Amblin, lui, a organisé un véritable réveil, un peu sous l'occupation, mais il est quand même très occupé, et puis ensuite, surtout à partir de 1957. Voilà. Après Robert Amblin, ça se complique. Je préfère ne pas entrer sur ce terrain-là. Mais en tout cas, oui, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix a survécu. Il y a eu d'ailleurs une tentative de réveil en esprit et en vérité, selon son expression, par Robert Amadou, dans les années 90 ou 2000, avec Rémi Boyer. Mais cette tentative n'a pas abouti. Mais en tout cas, c'est un courant qui est toujours présent aujourd'hui. Oui. Mais de manière extrêmement discrète. Si vous trouvez ordre kabbalistique de la Rose-Croix sur Internet, par contre, je vous invite à la prudence. Alors, là-bas. Oui. Moi, je voulais vous demander, parce que de votre exposé, on a beaucoup parlé donc, des successions d'hommes, donc on a parlé des individus, et est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur en fait les membres de groupe, à savoir, en fait, la question que je me pose, c'est quel était le nombre de martinistes et à quel moment on pourrait parler de l'apogée de l'ordre martinisme en termes de nombre d'adhérents, par rapport C'est difficile de répondre à cette question parce que l'impact, l'influence de l'ordre martiniste, je ne pense pas qu'il puisse se mesurer au nombre de membres. Mais bien sûr que si on réfléchit dans ce sens, je vois deux grandes périodes. La première, c'est aux environs de 1900, c'est-à-dire à l'époque de Papus. On a, de par le monde, une centaine de loges, pour sans doute à peu près 1 millier de membres. Et puis la deuxième période, et Emilio, tu me diras si tu partages ce point de vue, c'est à l'époque de Philippe Ancos, où là, l'ordre martiniste va avoir un développement assez considérable, pas seulement en France, dans de nombreux pays à l'étranger, etc. Alors le nombre de membres, je l'ignore. Entre France et étranger, on n'a jamais dépassé les 500. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Mais c'est ce qu'on a toujours dit, c'est pas fait pour tout le monde. Donc on ne peut pas chercher le nombre. Non. Merci. Oui. Vous avez parlé aussi des élus Cohen. Y a-t-il encore des élus Cohen?
Il y en a même beaucoup. Hein, voilà. C'est pour ça. C'est le propre des sociétés initiatiques de se reproduire par scissiparité, vous savez, comme les cellules. Donc, ça répond à votre question? Oui. 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 Dans votre propos, quand on vous suit, on dirait qu'à un moment donné, l'église gnostique et l'ordre martiniste ne faisaient qu'un. Non. Ou presque. Alors, à quel moment, si vous avez une idée, à quel moment exactement la séparation a été vraiment visible? Il n'y a pas eu besoin de séparation, parce qu'il n'y a jamais eu de fusion des deux courants. Ils ont cohabité avec une certaine des échanges. Beaucoup de martinistes étaient dans l'église gnostique et inversement, beaucoup de personnes, hommes ou femmes de l'église gnostique, appartenaient aux ordres martinistes. D'où cette cohabitation pacifique. Mais ça s'est arrêté là. Alors, beaucoup de martinistes étaient dans l'église gnostique ou beaucoup de martinistes étaient gnostiques? Qu'est-ce que... Alors, concrètement, beaucoup de membres de l'ordre martiniste ont été impliqués dans l'église gnostique. Voilà, à commencer par Papus, qui a montré l'exemple. Et Douanel, le fondateur de l'église gnostique, qui était également... voilà. Bon, de nombreux martinistes ont été évêques gnostiques. Mais le lien entre les deux communautés n'a jamais été un lien organique. Voilà, c'est une parenté dans l'esprit. C'est une reconnaissance. Et une reconnaissance, parfois, pas toujours. Oui, Benoît? Oui, ça a été, sur le sujet précis, il y a eu, sur le traité d'amitié initial, plusieurs ratifications, dont la dernière par Philippe Ancos avant les années 70, je crois. Mais à ma connaissance, je ne sais pas si Emilio pourra en témoigner, à ma connaissance, il y a depuis cette date-là, et puis comme tu le disais, comment dire, avec un tel développement et une multiplicité des ordres gnostiques qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver maintenant, je crois qu'il n'y a plus depuis cette période-là aucune ratification de ce traité d'amitié avec l'ordre. Moi j'avais une question qui n'a rien à voir sur le... Enfin rien à voir, je remonte au source. Je remonte à la source de Papus, à son rapport, et c'est justement, bon là je cherche le lien, peut-être que tu vas pouvoir me répondre, avec l'incidence qu'a eu Maître Philippe dans la vie de Papus, et l'incidence également dans ses engagements et dans la manière dont ont été mis en forme ces engagements. On sait bien qu'après cette rencontre, beaucoup de choses ont changé dans la vie de Papus. Nous, on a même souvent parlé d'ailleurs d'un Papus avant et après Maître Philippe. Son fils, Philippe Ancos, dans le livre sur Maître Philippe, mentionne, on va dire, pour le moins une bénédiction bénédiction de propos et d'échanges qu'aurait fait Maître Philippe vis-à-vis de cette constitution de l'ordre martiniste. Il y a même un petit médaillon dont j'ai une reproduction ici qui serait, soi-disant, de la main de Maître Philippe et destiné aux dignitaires de l'ordre à l'époque. On voit Papus d'ailleurs sur plusieurs photos avec, dans lequel on retrouve si les gens seront intéressés, il n'y a aucun souci pour vous montrer, il n'y a pas de secret du tout, c'est dans l'ouvrage de Philippe, énormément de symboles chrétiens avec les fameux 6 points proprement martinistes. Est-ce qu'il y a tangiblement une action, un mot, un propos qu'aurait eu Maître Philippe vis-à-vis de l'institution de l'ordre martiniste, quelque chose qu'on retrouve factuellement, ou est-ce que c'est juste des témoignages indirects comme dans ces carnets de Papus? Je ne connais rien d'autre que les carnets de Papus, mais c'est déjà quelque chose. Il n'y a pas de raison d'imaginer que Papus a inventé des histoires. Monsieur Philippe, d'une manière générale, se méfiait beaucoup des sociétés initiatiques. Et on sait qu'il a défendu à Papus, de faire de l'ordre martiniste une société secrète. Voilà, ça c'était la directive, si on veut dire, de M. Philippe par rapport à l'ordre martiniste. Après, sans doute que Philippe a regardé vivre l'ordre martiniste de loin,
sans s'y impliquer plus que ça. Je ne suis pas sûr finalement qu'il se soit beaucoup intéressé à l'ordre martiniste en tant que tel. L'attrait, la vocation de Philippe était ailleurs. Voilà. Après que Pappus lui ait demandé des conseils, certainement. Mais encore une fois, c'est pas documenté. Ajouter un peu plus. Philippe Ancos avait 10 ans quand Pappus est mort. Donc toutes ces questions-là sont très subjectives. Mais Philippe Ancos, parce que je lui avais posé la question, cette même question. Oui. Et il a dit, Maître Philippe n'a jamais voulu rentrer à l'ordre martiniste, mais il y avait un moment où Pappus avait énormément de problèmes, surtout avec des groupes étrangers. Et il paraît qu'il en avait plein de la tête, et il lui a dit à Maître Philippe, je voudrais dissoudre l'ordre martiniste, qu'est-ce que vous me conseillez? Et selon Philippe, Philippe lui aurait dit non, il faut la garder parce que l'ordre martiniste fait du bien ou quelque chose comme ça. Donc, mais disons que Philippe avait 10 ans quand même. Donc est-ce que Pappus a dit ça ou Philippe a imaginé que son père aurait pu le dire? Ça on ne peut pas dire. Seulement, Philippe aimait tellement son père que parfois il adorait un petit peu les choses. Ouais. Merci Emilio, merci. En tout cas, si c'est vrai, si M. Philippe a dit ça, il a bien fait de le dire. Oui. Moi j'étais content. Alors, à gauche d'abord, oui, c'est toi. Oui, merci. Alors, je vais demander, je vais en remonter un peu plus loin que Pappus. Qu'en est-il du cercle des intimes dont on parlait, qui normalement, de ce qu'on entend en général, regroupait pas des initiés, mais des proches de Saint-Martin chez lui? Et est-ce qu'on sait qui y avait pendant ces réunions et s'il y a eu des filiations initiatiques par la suite? Je voudrais bien répondre à cette question. En vrai. Non, mais ce sera très bref. Oui. On n'en sait rien. Je suis désolé, mais quand on lit ça, j'attends qu'on me montre quels sont les documents, quels sont les témoignages, quels sont les éléments tangibles qui viendraient étayer cette hypothèse. Il n'y en a pas. Voilà. Et d'initiation au nom de Saint-Martin, c'est absolument absurde de l'imaginer, parce que ce n'est pas du tout conforme à la pensée de Saint-Martin. Que Saint-Martin ait réuni des amis pour leur parler, c'est tout à fait possible. Mais de là à ce que ces amis soient constitués sous la forme d'un cercle à caractère initiatique, ou tout ce qu'on voudra, ou d'une société, des intimes, que sais-je encore, pour moi tout ça c'est limite. Ou en tout cas, si ça ne l'est pas, je souhaite vraiment qu'on m'apporte des éléments concrets, tangibles. Pour l'instant, je n'en ai jamais vu. Voilà ce que je peux répondre. Oui. Oh, mais je vais poser une question assez bête, je suppose. Non, mais c'est... On a beaucoup parlé, dans votre propos, il a été question à plusieurs reprises de l'esprit du martinisme. Hein, il y a eu des acquaintances avec l'Église gnostique, il y a eu on a parlé des élus Cohen, on a parlé de l'apport qu'a pu avoir le martinisme avec la franc-maçonnerie égyptienne. Et donc ma question c'est de savoir c'est quoi l'esprit du martinisme, tout simplement. Alors, ça n'est pas à l'historien de répondre. C'est à chaque martiniste de répondre. Ah, c'est d'abord par rapport à ça que ma question peut paraître stupide. Non, elle ne l'est pas. Mais il n'y a pas une réponse. Il y a sans doute autant de réponses que nous sommes ici dans cette salle. Le martinisme, c'est un courant traditionnel et initiatique. Qui doit son origine à Louis-Claude de Saint-Martin, et à travers Saint-Martin à Martinez de Pasquali, et à travers
d'autres courants à Jean-Baptiste Virmont. Ces trois hommes-là ont une parenté d'esprit, certes. Mais après, ce qu'est réellement cet esprit, c'est à chacun d'en décider et de le décider pour lui-même. Et de trouver dans l'œuvre de Martinez, de Villermoz, de Saint-Martin, ce qui convient précisément à chacun. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais je crois en revanche que chacun, que le martinisme intéresse, doit répondre pour lui-même à cette question. C'est une excellente réponse. Bon, merci. Oui. Moi, j'ai une question très simple à poser. Je l'ai posée à mon voisin, mais il faut que tout le monde l'entende, que tout le monde en profite. Pour ce qui est de Claude de Saint-Martin, ce que j'ai pu en lire et comprendre, il m'est apparu qu'il était assez réfractaire à l'idée d'association, et notamment sa relation avec la maçonnerie a peut-être été de courte durée, ou pas du tout d'ailleurs. C'est sa relation à Dieu qui privilégiait plutôt que sa relation aux hommes. Enfin bon, peut-être même un peu misanthrope, peut-être un peu moins à l'égard des femmes. Ce qui va m'emmener à poser cette question. Est-ce que votre ordre, enfin est-ce que l'ordre martiniste, puisque bon, je n'ai pas encore le privilège d'en faire partie. Moi non plus. C'est Péguillon qui va répondre à cette question. Est-ce que l'ordre martiniste était mixte à son état primitif, à son commencement, ou bien est-ce qu'il est devenu pour se reproduire? Non, il était mixte. Alors, et on y tient. Il se reproduit par scissiparité, donc la sexualité n'est pas en cause. Donc, la mixité n'est pas en cause. Donc oui, dès le départ, l'ordre martiniste, effectivement, a été conçu, voulu par Papius comme étant mixte. Lorsque Teder arrive au pouvoir, on commence à serrer un peu les boulons. Et puis lorsque Bricot prend les rênes, alors là c'est fini, plus de femmes et uniquement des maîtres maçons. Voilà, donc l'esprit, il faut reprendre la question de notre ami, change. Voilà. Mais à l'origine, et puis après, alors du coup, d'autres courants vont rétablir la mixité, etc. Et Philippe Ancos, évidemment, en 1952, rétablira la mixité conformément au statut originel de Papius, évidemment. Je voulais dire quelque chose. C'est qu'à Lyon, il y a eu un cercle féminin et un cercle masculin avant que Philippe Ancos ne réunisse le tout en 1968. Il y avait, à Paris, il y avait le groupe avec de Boise-Mortemart, et moi j'ai été le premier homme qui est rentré dans ces groupes-là. Parce qu'il a dit on ne sépare pas les couples. Parce que mon épouse faisait partie du groupe. Donc, tu es entré par accident alors? Par accident, je suis rentré par la petite porte. Parce que c'était deux femmes. Et après, c'est moi qui ai pris la présidence parce que c'était Jacqueline Ancos qui présidait le groupe. Et après, c'est moi qui ai succédé Jacqueline. Ça mène loin quand on rentre par la petite porte deux fois. Elle aurait dû se méfier, Jacqueline. Merci. Oui. Oui, je voulais vous demander, lorsque, en 1913, naît ce qui va devenir la Grande Loge nationale française, qui va travailler sous le régime écossais rectifié, dans tous ses grades, est-ce qu'il y a une pénétration à un moment entre la grande profession, et ceux que j'ai entendu des noms qui m'ont un petit peu attiré l'oreille, la grande profession et le martinisme? Elle glisse par exemple. Blitz, oui. Et est-ce que ça a perduré? Est-ce que ça perdure? Alors la question de la grande profession est une question embrouillée. Oui. Je crains de l'embrouiller davantage en faisant des commentaires. Ce que je voudrais dire, c'est que Blitz était grand prophète. Blitz, dont on a vu qu'il était le délégué de Papius aux États-Unis, il a cherché précisément à ramener entre guillemets, l'ordre martiniste sur une voie maçonnique. Précisément parce qu'il était grand prophète et qu'il connaissait le rite écossais rectifié, il a vu la parenté des deux mouvements. Bricot, lorsqu'il prend la grande maîtrise en 1920, va se réclamer lui aussi d'une succession qui passe par Blitz. Mais Bricot entretient une idée assez confuse de la grande profession qui à l'époque a disparu en France. Elle n'y reviendra que beaucoup plus tard. Et elle se maintiendra, comme on sait, en Suisse, et uniquement en Suisse, jusque dans les années 60,
date à laquelle elle essaimera à nouveau en France. Alors il y a eu, parmi les grands prophètes, des martinistes. Oui. Robert Amadou, par exemple, et d'autres. Et son brillant discours. Et son brillant discours, effectivement, sur la grande profession en 1969, signé Marbre. Ah, bah, oui. Voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle. Oui. Oui. Moi j'ai une question un peu plus à gauche. Par rapport au trio Martinez, Louis-Claude de Saint-Martin et puis Martinez de Pasquali, on connaît très bien l'accord de Louis-Claude de Saint-Martin dans le martinisme. On sait aussi qu'il n'a jamais créé d'ordre ou de groupe. Je pense même que le martinisme est né un siècle après lui. Comment se fait-il qu'une personne comme Martinez de Pasquali est un grand oublié dans cette histoire-là, alors que dans le martinisme, on utilise énormément une théorie qui lui appartient, celle de la réintégration des êtres, qui est tirée de son livre, son unique livre. Parce que on sait très bien que nous, les martinistes, on parle souvent de la chose ou autre par rapport à lui, mais j'ai l'impression que quelque part, ne serait-ce que pour ça, on ne remet pas à César ce qui appartient à César. Mais ça, c'est un point de vue personnel. L'ordre martiniste se rattache à Saint-Martin en esprit, pas à Martinez de Pasquali. Mais lorsqu'on parle de Saint-Martin, n'en déplaise à certains, Martinez n'est jamais bien loin. Les deux hommes, pour moi, sont absolument indissociables, dans un sens comme dans l'autre. Donc, je voudrais rappeler quand même que Papus a consacré un livre à Martinez de Pasquali. Il est le premier à avoir publié ses lettres à Jean-Baptiste Villermont, par exemple. Alors, évidemment, Martinez n'a pas l'importance que Saint-Martin a dans l'ordre martiniste, parce que c'est une voie, celle de Martinez, qui est différente. Je parle de la voie, pas de la doctrine. Mais il n'empêche que là aussi, il y a une parenté qui est tout à fait évidente et on ne peut pas les dissocier. Et je voudrais rappeler aussi qu'à l'époque de Philippe Ancos, la revue L'Initiation, organe de l'ordre martiniste à l'époque, a publié en feuilleton une introduction à Martinez de Pasquali, signée d'un certain Robert Amadou, donc ce qui montre bien qu'il n'y avait pas de rejet, absolument pas, de Martinez dans l'ordre martiniste, et au contraire, une volonté d'étudier profondément son œuvre, ce qui est laissé à la libre appréciation de chacun. Pas de rejet non plus à fouiller. On va penser. Vas-y, on va faire un peu court. Une dernière question. Oui. Y avait-il une différence, ne serait-ce que dans l'ordre dans la forme entre un certain martinisme qui était pratiqué avant 52, quand Philippe Ancos renoue avec ce que vous appelez le vrai esprit du martinisme? Il y a eu différentes formes. Chaque ordre martiniste a eu sa propre forme. Celle de Bricot, on l'a vu, elle est très particulière, puisqu'elle exclut les femmes et elle réserve le martinisme aux maîtres maçons. Bon. Donc tout de suite, on a une tonalité particulière. Celle de l'OMT des Chaboseaux est assez conforme à celle de Papus. Je dis bien de l'OMT des Chaboseaux, car ensuite, l'OMT part aux États-Unis et il reviendra avec une tonalité américaine. Même si Raymond Bernard, qui est à l'origine de cette réimplantation de l'OMT en France, lui a redonné aussi une tonalité française. L'OMS de Blanchard se réclame de Saint-Yves d'Alvèdre également. Donc là aussi, on a quelque chose de particulier. Donc chaque courant a sa propre note spécifique. Philippe Ancos, son œuvre essentielle en 1952, c'est de resituer pleinement le martinisme de 1952 comme étant en conformité avec celui qu'avait lancé Papus
à l'origine, non pas celui de Pappus de la fin des années 1910, celui de Teder, etc., qui était déjà orienté vers une très forte maçonnisation, mais le courant originel du martinisme tel que Pappus l'avait conçu lui-même dans les années 1890. C'est en cela que Philippe Ancos va s'efforcer de rétablir les choses sur ces bases-là. Merci. Eh bien, on va être obligé de clore maintenant, puisqu'il y en a qui ont donc d'autres occupations. Merci, mon frère, de nous avoir fait cet exposé. Et j'espère que tout le monde a été ravi de pouvoir avoir les questions qui ont été posées.